ce webinaire. Mhm. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous me connaissez peut-être maintenant, je suis Annie Fuchsmann. Je suis sophrologue spécialiste de l'accompagnement du burn-out et également présidente d'une association qui s'appelle Collectif Burn-out, que j'ai créée en Île-de-France. Nous sommes 8 thérapeutes et experts. Et nous avons créé aussi une antenne dans le Grand Est, autour de Strasbourg, dont Jean-Cédric, qui est présent avec nous, et membre de ce collectif. Aujourd'hui, on va traiter de la thématique du burn-out des entrepreneurs, une thématique qui finalement est assez peu commune, je dirais, dans le sens où, on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de honte, de culpabilité qui peut être liée à cette problématique. Parce que si on met en avant une faiblesse du dirigeant, potentiellement, l'image de l'entreprise peut être touchée. Et donc, il y a beaucoup de honte à parler de cette thématique. Donc, tout d'abord, avant de commencer, ce que j'aimerais, ça serait rappeler finalement ce que c'est le burn-out. Parce que on entend tout et son contraire sur cette problématique. Il est important pour moi véritablement de différencier l'épuisement professionnel, le burn-out, la dépression. Ce sont vraiment trois éléments vraiment complètement différents. Je m'explique. Quand vous êtes en dépression, vous allez avoir tendance à avoir tout en noir, mais sur tous les plans de votre vie. Ça peut être aussi bien personnel que professionnel, et ça va atteindre tous les stades de votre vie. Mhm. Euh, L'épuisement professionnel, ça va être vraiment seulement véritablement en lien avec votre travail. Et donc, c'est important en fait de rappeler en fait ça, parce que souvent, on l'assimile à du burn-out. Et le burn-out en tant que tel peut aussi venir de problématiques personnelles. Ça peut être en lien avec bien évidemment des traumas qu'on a vécu dans sa vie personnelle et qui peuvent venir impacter ce burn-out. Et ça peut être en lien aussi avec, contrairement à la définition de l'OMS, qui dit que le burn-out, c'est forcément en lien avec le travail, on oublie souvent de parler des 6% de burn-out parental, qui est aussi nécessaire de mettre en avant, et du burn-out aussi numérique. On en parlait tout à l'heure un petit peu en préambule, et je rencontre de plus en plus de personnes qui se plaignent de cette problématique, qui plus est dans la première partie finalement de l'arrêt, où les personnes sont complètement épuisées, ne veulent plus du tout entendre parler du travail, ce qui fait qu'elles vont vraiment se mettre en recul de tout, et elles ne peuvent par exemple plus du tout se connecter à ce moment-là à leur téléphone et à tout moyen de communication, parce qu'elles sont complètement épuisées. Donc, je pense que c'est important de rappeler ces vraies différences entre burn-out, épuisement professionnel et dépression. Et puis, finalement, ce burn-out, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Et finalement, il y a une typologie bien précise. Ça touche en général, à l'heure actuelle, 2 500 000 personnes en France, soit 13% de la population active. Et plus particulièrement dans le cas des entrepreneurs, donc le cas qui nous concerne aujourd'hui, ça touche 10% des entrepreneurs. C'est 560 000 entrepreneurs en France à l'heure actuelle. Bien évidemment, c'est un sujet qui est complètement tabou, comme je le disais tout à l'heure, dans le sens où les personnes vont bien évidemment ne pas se vanter de cette problématique et souffrir de l'isolement, souffrir de finalement cet effondrement qui va se manifester au niveau du corps et au niveau du mental. Le mental qui n'arrête jamais et le corps qui souffre avec des douleurs. On a répertorié dans le cadre de burn-out 132 symptômes différents.
qui peuvent se répercuter au niveau corporel et psychique, d'où la difficulté à poser parfois un diagnostic. Il n'est pas rare de voir des médecins qui vont poser comme diagnostic syndrome anxieux-dépressif, alors qu'il s'agit véritablement d'un burn-out. Et ça, c'est aussi une problématique de jurisprudence aujourd'hui, parce que les médecins en tant que tels n'ont, entre guillemets, pas forcément le droit d'écrire burn-out pour motif d'arrêt. D'où la difficulté à trouver des chiffres en France à l'heure actuelle. Toutefois, ce qui est important aussi de rappeler par rapport à ces entrepreneurs qui sont à la fois seuls, qui supportent beaucoup de charges mentales à diriger leur entreprise, il y a quelques chiffres qui peuvent être intéressants à rappeler. C'est 56% à l'heure actuelle des entrepreneurs qui estiment que le stress prime est le véritable obstacle à leur réussite. Ça, c'est une étude d'Harvard Business Review. Il y a l'Observatoire Amarok aussi, sur lequel on peut se baser, dit que finalement 10% des entrepreneurs seraient en burn-out à l'heure actuelle. Et donc, l'origine de ce burn-out, ce serait des sentiments de déception parce que les attentes sont trop élevées parfois et finalement, on n'arrive pas suffisamment vite à avancer dans le quotidien pour faire en sorte que le chiffre d'affaires rentre suffisamment comme on l'aurait espéré. Il y a des symptômes de manque de sommeil systématique, puis on va repérer de la lassitude à un moment, qui plus est amplifié pour tout ce qui est TPE, PME, solopreneurs, parce qu'ils doivent être multicasquettes, à la fois comptable, à la fois marketing, à la fois communication. Bien évidemment, c'est une vraie problématique de gérer toutes ces thématiques en même temps. Et puis, ça, on va le mettre en avant tout à l'heure. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Gilles et Jean-Cédric, qui sont mes invités aujourd'hui. Ce sera que finalement, cette vision de l'échec qu'on a aujourd'hui, il faut savoir que l'échec n'est pas du tout mis en avant et que la personne qui est en échec, on ne va pas la valoriser, et bien au contraire. Je vais en terminer avec cette présentation et je vais demander à Gilles et Jean-Cédric, maintenant qui sont présents avec nous, de se présenter. On va commencer avec Gilles. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci Annie de nous offrir ce temps de parole, de témoignage. Je m'appelle Gilles Boulard, j'ai 62 ans. J'ai vécu mon deuxième burn-out fin 2020, suivi d'une dépression comme le premier, avec deux contextes différents, mais finalement avec un même processus. Le premier, je l'ai vécu en 2005. J'étais alors co-gérant et associé d'une SARL qui faisait de la formation bureautique informatique et du développement. Et en 2020, j'étais, comme vient de le dire Annie, solopreneur, entrepreneur tout seul. Voilà, mais à chaque fois les mêmes processus. La différence, c'est qu'en 2005, on ne parlait pas de burn-out et je suis passé directement dans la case dépression au niveau du médecin. Donc voilà rapidement ma présentation. Je propose peut-être que Jean-Cédric se présente et puis qu'on alterne si ça. Exactement. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation. Jean-Cédric, je te laisse la parole. Je vais essayer d'être aussi bref que Gilles. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Annie, merci de nous avoir invités. La parole est importante, le partage est important. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'en parler. C'est devenu une mission pour moi aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Témoigner et pouvoir également, disons, désacraliser ou démystifier ce sujet qui aujourd'hui n'en est pas un pour beaucoup de gens. Voilà. Je vais rapidement vous expliquer. Moi, c'est 2018, j'ai eu des prémices
prémisse dans le sens où j'ai été arrêté. Ce qu'il y a, c'est que ma direction n'a pas accepté mon arrêt, donc burn-out, hein. Alors, j'avais un médecin, c'était rigolo parce que lui, il s'en foutait, donc il a mis burn-out. Il s'est pas embêté à mettre syndrome d'épuisement professionnel. Donc, il mettait burn-out et puis il disait de toute façon, ça ne me pose pas de problème. Donc, il me mettait ça. Et au départ, évidemment, on est dans le déni. Donc, on veut seulement une semaine, on veut seulement 2 semaines, on veut pas un mois pour s'arrêter. Et voilà, donc ça a été une période assez difficile pendant laquelle ensuite j'ai été remercié. Et en étant remercié, je me suis dit, ben, de toute façon, je vais aller voir un psychiatre. Mais il m'a donné des médicaments que je n'ai pas pris. J'étais dans un déni total. L'objectif, c'était de reprendre le boulot. Donc pour moi, 2019, je reprends un travail, mais 3 mois après, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'avais des troubles cognitifs, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer et je suis arrivé à une tentative de suicide. En 2019, le 10 juillet, je fais une tentative de suicide alors que j'ai une femme qui m'aime, j'ai 2 enfants. Je suis une personne normale, je suis une personne comme les autres. Mais on arrive à des extrêmes, une tension extrême, le stress extrême. Et du coup, on arrive parfois à ces gestes qu'on n'explique parfois pas, mais aujourd'hui, je sais comment l'expliquer, sachant que j'étais aussi sportif de haut niveau et je pense que le dépassement de soi faisait partie de moi. Voilà, donc, ben, voilà, 3 semaines à l'hôpital psychiatrique et ensuite, ça fait 6 ans maintenant et je me suis reconstruit. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis en fait dans un équilibre qui me correspond, dans lequel je suis bien. Voilà, mais il m'a fallu quand même minimum entre 3 et 4 ans et aujourd'hui, après 6 ans, je me sens extrêmement bien. Voilà. Merci Jean-Cédric pour cette rapide présentation. Donc, je vais redonner la parole à Gilles qui va faire un petit focus sur finalement comment Gilles, tu as pu en arriver là. Qui est-ce qui a fait que finalement tu n'arrives pas à repérer les signaux avant-coureurs, ces signaux de grande fatigue parfois, qui sont souvent présents, ces signaux du corps qui parle très fort mais qu'on ne veut pas entendre. Jean-Cédric vient de parler un petit peu de déni tout à l'heure, et je pense que ça pourrait peut-être être intéressant que tu fasses un focus sur finalement comment c'était pour toi. Ok. À la fois, on a conscience effectivement de ces signaux, mais je pense qu'on refuse de les voir parce que en tant que chef d'entreprise, eh bien, on veut prendre soin de son bébé, de l'entreprise qu'on a créée. On veut, même si on est conscient qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, on fait plus et plus que de raisons pour pouvoir la maintenir à flot, même si tous les indicateurs virent au rouge. On a toujours espoir qu'en en faisant un peu plus, en allant au bout du bout, on va finalement trouver une solution pour la sauver. Et je dirais qu'il y a une séparation sur les choses dont on est conscient et qu'on repère, et de la façon inconsciente portée, je pense, par les valeurs. Et moi, une de mes valeurs que j'ai repérées dans les deux cas, c'est ma loyauté vis-à-vis du groupe. Dans le premier cas, j'avais une dizaine de salariés, donc je me sentais responsable de trouver une solution à la fin de l'entreprise au détriment donc, de ma santé et physique et mentale. Mais voilà, j'ai tenu jusqu'au moment où j'ai trouvé un repreneur. À partir du moment où j'ai trouvé un repreneur, je me suis écroulé. Voilà. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que le burn-out, effectivement, ça nous impacte, nous, entrepreneurs, mais notre entourage direct. Et par chance, comme l'a dit Cédric, j'ai eu la chance d'avoir une compagne très soutenante. Je fais un petit parallèle avec la présentation qui est faite à Rebond 35. Rebond 35 parle souvent des 3D, du dépôt de bilan, de la dépression et du divorce, hein, qui sont souvent un triptyque. Moi, par chance, je n'ai vécu que les deux premiers D. Merci pour ce témoignage, Gilles. C'est vraiment, on l'avait dit en préambule en fait de ce webinaire, que finalement, ce qui est le plus difficile, c'est de lâcher cette corde où en fait on s'accroche tellement, en fait finalement cette corde elle est tellement effilochée qu'on en arrive à
on est tellement engagé, et qui plus est quand on est chef d'entreprise, parce que comme tu le disais, c'est notre bébé. Je dirais que on pousse encore plus fort que peut-être dans le salariat. Bien évidemment, il y a aussi des tentatives de suicide dans le salariat, bien évidemment. Mais là, les enjeux sont tellement à la fois économiques, physiques, psychiques, émotionnels, sur tous les plans sont tels que la charge mentale est telle que finalement, il y a encore plus de pression, peut-être que dans le salariat. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, complètement. Et puis, on se trouve, moi, je me suis retrouvé très vite seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes associés n'étaient plus là, ma co-gérante n'était plus là. Je veux dire, je me suis vraiment trouvé seul à bord du navire, si je puis dire, et seul à, voilà, à essayer de me maintenir à flot et de trouver une issue de secours, et au détriment voilà, au détriment de ma vie familiale, c'est-à-dire que je passais quasiment plus de 6 jours sur 7 dans l'entreprise à essayer de trouver des solutions, à rencontrer voilà, des banquiers, à rencontrer plein de gens qui auraient pu permettre que l'entreprise continue. Et puis on va droit dans le mur. Moi, je me rappelle, voilà, ça me revient comme ça, d'un jour où je rentrais chez moi et donc l'esprit totalement envahi par ce que je vivais. Et en arrivant chez moi, j'ai traversé un carrefour et je me suis aperçu, après avoir traversé le carrefour, que le feu était rouge, juste après l'avoir traversé. Oui, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu d'accident, mais ça aurait été Voilà, possible. ça aurait Mm. pu être possible. Donc voilà, à un moment donné, voilà, et je pense que le cerveau, il dit stop. Voilà, et moi, dans les deux cas de figure, ça a été donc, le burn-out suivi d'une dépression. Et voilà, j'étais vraiment coupé de tout, quoi. Donc, euh, et je pense que voilà, il faut éviter. Enfin, c'est aussi aujourd'hui, moi, ce que je souhaite faire, hein, c'est éviter au maximum que des burn-out arrivent, en faisant de la prévention, en parlant comme on peut en parler aujourd'hui. Donc, moi, j'ai co-créé, je co-anime un atelier de prévention avec une psychologue du travail. Et puis, ben voilà, je rejoins l'association Rebond 35, hein, donc, en Ille-et-Vilaine, qui propose d'être une écoute pour les chefs d'entreprise qui vivent des moments compliqués. C'est pas forcément le burn-out, mais ça peut en faire partie. Et donc, d'avoir ce rôle de père accompagnant, voilà. Moi, ça m'a manqué à l'époque, de pouvoir aussi partager ce que je vivais avec des pairs. Et quand j'en parlais un peu après, beaucoup de gens, enfin, d'entrepreneurs découvraient ce que c'était que le burn-out et du coup découvraient aussi que ça pouvait leur arriver. Merci beaucoup, Gilles. Euh, Jean-Cédric, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, en fait, sur le détail de comment c'est arrivé pour toi? Comment c'est arrivé? Ben, écoute, dirigeant d'une filiale depuis 20 ans que j'ai créée en Allemagne, donc dans un pays étranger. Euh, Moi, j'aime bien parler aussi des profils à risque euh, et de cette auto-analyse que j'ai pu faire grâce à un suivi psychologique, grâce on va dire, à la psychiatrie aussi au départ, en tout cas, l'aide des médicaments que j'avais refusé la première fois, hein, totalement, hein, le déni. Je dirais que c'est le surengagement souvent. On est surinvesti. En fait, il parle du bébé, Gilles, mais moi je trouve que c'est un attachement viscéral et ça devient dangereux quand c'est viscéral. Donc, c'est essayer de trouver un juste milieu en ayant une organisation qui permette qu'on ait des moments pour soi. Donc, moi, comment ça s'est produit? C'est trouvé que je, j'avais une quinzaine de personnes sous ma responsabilité et on était, disons, je dirais, j'étais pas en cohérence avec mes valeurs. On était racheté par un fonds d'investissement et déjà tout le paradigme avait changé pour moi. Donc déjà, j'avais un problème, un tiraillement intérieur depuis un petit moment parce que c'était surtout la rentabilité au détriment de l'humain ou disons que moi, je faisais le pare-feu en fait. Je protégeais en fait mes équipes pendant de très nombreuses années. Voilà. Que ce soit
pour qu'ils aient des augmentations de salaire, pour différentes choses. Mais j'étais toujours, en fait, si vous voulez, je sais pas comment dire ça, mais ouais, le pare-feu de tout ce qui pouvait se passer dans notre maison mère. Et puis moi, j'essayais j'avais du stress, mais j'essayais de reproduire de la sérénité au sein de mes équipes. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, un commercial qui était important pour moi dans une région où on était très présent et on avait fait un chiffre d'affaires qui était de plus 35%. C'était une année exceptionnelle, qui m'annonce qu'il va partir à la concurrence. Et là, ça m'a complètement détruit, je dirais, quelque part. Et c'était le début de la fin, déjà pour moi. Sachant que j'allais reprendre la région, est-ce que j'allais reprendre quelqu'un, mais j'étais incapable de commencer un recrutement. Voilà, c'est là que il y a eu des collectifs qui ont commencé. Et je me suis rendu compte que j'étais plus capable de m'en relever. Donc ça a été vraiment le déclencheur. Euh, et puis c'est ma directrice export qui s'est rendue compte, j'ai perdu 10 kilos, mais j'avais pas faim, mais j'avais plus envie de rien. Donc voilà, des choses qui vous parleront peut-être, peut-être pas, mais voilà, il y a des choses il y a un changement physique, des comportementales, plus de motivation, difficile de se concentrer, même vous avez l'impression que vous avez perdu toutes vos aptitudes. C'est assez impressionnant quand vous perdez tout d'un seul coup, vous dites, mais purée, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, donc c'est le mode robot qu'on parle, mais le mode zombie, celui-là. Donc là, on est vraiment dans la partie après le burn-in, on est vraiment dans le burn-out, dans le Un début de burn-out l'épuisement. complet. Mm. Donc moi, je m'en souviens extrêmement bien, notamment moi qui faisais beaucoup de routes, puisque je faisais environ 80 000 km par an. C'était quand même de la folie quand j'y Ouais, pense c'est énorme. maintenant et que je suis à la maison. Je trouve que c'est génial de pouvoir profiter de sa famille et d'être pas loin de sa famille. J'étais obligé de m'arrêter tous les 100 km parce que sinon ça allait pas. Donc voilà, il y a plein de signes, mais moi j'ai pas voulu les voir. Je veux dire, voilà, on a je dirais, cette éducation de les parents, soit forts, soit également les injonctions de la société. L'homme, voilà, il doit être fort. Voilà, donc on a notre rôle et on a un ego qui est peut-être différent de celui d'une femme, en règle générale, je parle. C'est l'image qu'on a, voilà, et qu'on veut donner. Et c'est cette image de faiblesse, voilà, de honte, tu parlais de honte, mais faiblesse, tout ce qu'on veut, et dire, ben non, on va y arriver, et puis on s'accroche, quoi. Et là, c'est vraiment dangereux. Et j'en suis arrivé avec quelque chose qui est d'extrême. Donc, moi, aujourd'hui, surtout ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je dirais, c'est surtout ça le message. Aujourd'hui, tu considères comme des erreurs ou en fait, tu étais tellement dans l'engrenage que il y avait une part de ton cerveau, est-ce que tu pourrais dire qu'il y avait une part de ton cerveau qui en était consciente et l'autre qui n'avait plus les capacités d'analyse? Non, je m'écoutais pas. En fait, je vais te dire une chose, tiens, c'est marrant, chose qui me vient, c'est que pendant mon activité professionnelle, il y avait une société qui était partenaire, avec qui je travaillais sur certains types de produits. On développait des produits ensemble. Et une personne que j'appréciais beaucoup dans leur société a fait un burn-out. Mais je ne savais pas vraiment ce que c'était, et il était absent pendant 3 ans de la société. Et tu vois, quelque part, moi, de l'extérieur, j'étais plutôt dans le jugement, et je l'avoue, de dire, bah oui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, comment ça se fait? Peut-être une certaine faiblesse, tu vois, tu vois les choses comme ça de l'extérieur. Et moi, en étant tout à fait honnête avec vous, c'est comme ça que je le voyais. Même si ensuite j'ai parlé avec lui, là, j'ai compris un peu mieux le mécanisme. Mais c'est pas quelqu'un qui en parlait trop. Ensuite, en Allemagne, ils en parlent peut-être pas aussi facilement que peut-être moi aujourd'hui. Mais voilà, c'était moi la vision que j'avais du burn-out, tu vois. C'est juste pour te partager. Et ensuite, moi, non. Moi, je pense que le sport m'a formaté d'une manière où justement, je ne voyais rien. Et les personnes qui ont vu, c'est ma directrice export qui m'a sommé d'aller voir mon directeur général et ma femme qui m'a emmené chez le médecin. Sinon, je n'y allais pas. Donc non, honnêtement, heureusement que ces personnes ont été là. Moi, j'étais incapable. Je ne savais pas ce qui m'arrive en fait. C'est plutôt ça. Et je ne savais pas ce que c'était le burn-out. Je ne savais pas ce que c'était l'épuisement professionnel. Aucune idée. Oui, tant qu'on ne l'a pas vécu, finalement, c'est toute la difficulté en fait de faire comprendre au commun des mortels ce qui se passe, dans le sens où c'est de l'invisible, entre guillemets, du visible pour la personne. Bon, il y a quand même des signaux faibles qui sont importants à repérer.
et que je donnerai comme élément de référence au commun des mortels pour repérer justement ça, c'est dans la phase du burn-in avant de tomber, c'est de faire en sorte d'envoyer un signal aux personnes qui, petit à petit, vont arriver alors qu'elles étaient hyper engagées, hyper motivées dans leur travail. Leur travail, c'était tout. Et que du jour au lendemain, finalement, elles en arrivent à un petit peu dénigrer leur travail finalement. La motivation n'étant plus là, le matin, c'est tellement difficile de se lever que finalement, bah, tout va être une charge en fait. Et, euh, et quand on en arrive à repérer ces signaux dans son entourage, que ce soit des collègues, que ce soit de la famille proche, ça peut peut-être être intéressant à ce moment-là de guider, comme a pu le faire vos épouses, de guider vers un accompagnement médical dans un premier temps. Ça, c'est l'essentiel. Aller voir un médecin qui va arrêter, parce que ça, finalement, c'est la phase la plus difficile parce que, comme vous le dites tous les deux, finalement, c'est le déni qui est vraiment très difficile. Si on ne veut pas savoir, on ne veut pas entendre en fait ce qui se passe. Pourtant, les signaux, ils sont là. Hein. Les signaux corporels, ils sont bien là. Hein. Et puis psychiques, cognitifs, ils sont là. Mais on veut surtout pas se dire, mais je comprends pas ce qui se passe. Et donc, j'agis pas en fait. C'est comme si, en fait, finalement, on n'avait plus les capacités d'action. Je crois que Annie, il y a une chose qu'il faut préciser aux gens qui nous écoutent, c'est la place du travail. Et la place du travail, quand on est dirigeant, ben évidemment, elle a une grande place et elle a une trop grande place. Après, c'est quand on est auto-entrepreneur, c'est encore différent. Mais je pense qu'on peut organiser sa journée de manière à justement avoir un équilibre qui soit sain. Euh, Quand on est dirigeant avec, on va dire, des équipes, euh, c'est aussi d'apprendre aussi à déléguer, à organiser, à faire confiance, à responsabiliser. C'est toutes ces choses que moi, j'avais du mal à faire. J'ai réussi à le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, si je devais revenir en arrière, je le ferais encore différemment. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai appris aussi dans l'organisation d'une entreprise. Un dirigeant ne peut pas tout porter sur ses épaules, c'est pas possible. Et donc, il peut pas faire le boulot de trois. C'est pas possible non plus. Donc, l'objectif, c'est de mettre des gens qui sont capables et qui sont certainement encore plus pas capables de lui dans des secteurs, que ce soit la comptabilité, le technique, voilà, en fonction de l'organisation qu'on a, la finance et tout ça, et avoir des gens sur lesquels il peut compter et déléguer. Et du coup, s'accorder aussi du temps pour soi. Et ça, je pense que quand on est dirigeant d'entreprise, la vision, elle est importante. Et la vision, elle va être bonne à partir du moment où vous êtes bien dans votre peau, à partir du moment où vous avez des moments de réflexion, où vous n'êtes pas toujours dans l'action. Voilà, donc c'est tout un. Aujourd'hui, j'ai une vision de l'entreprise qui est complètement différente de celle que j'avais quand j'étais jeune manager, voilà, ou jeune dirigeant. Et donc, si j'avais un message on va dire, à transmettre aux dirigeants d'entreprise, c'est vraiment ça. C'est se dire que c'est un gain de temps, en fait, quelque part. Et c'est une vision qui va être beaucoup plus claire, avec des objectifs beaucoup plus clairs et une organisation qui soit beaucoup plus saine. Voilà. Donc, on ne peut pas tout faire, nous. C'était Oui, déléguer. Déléguer, c'est Déléguer, vraiment. organiser le travail également. Voilà, déléguer, faire confiance, responsabiliser, reconnaître aussi le travail qui est bien fait. Mais bon, après, on peut aller Mais c'est surtout le fait de décharger en fait cette charge mentale, mais aussi physique qu'on peut se même, je dirais, ouais, s'affliger, hein, s'affliger nous-mêmes. Voilà. pour compléter le propos de Cédric, j'ai été régulièrement invité à des salons de création de reprise d'entreprise. Et on me proposait en tant qu'intervenant de donner deux conseils aux futurs entrepreneurs, créateurs ou repreneurs. Et moi, les deux conseils que je donnais et que je donne toujours quand on demande, c'est un, de s'assurer que notre entourage est OK avec notre posture d'entrepreneur. Et puis de le demander au départ, mais peut-être de re-questionner de temps en temps si voilà, c'est toujours OK voilà, de ce que ça implique d'être entrepreneur en termes de d'être moins disponible pour sa famille, d'être moins disponible pour son entourage.
Et la deuxième chose, c'est mais de prendre du temps pour soi. Et même si on est en pleine création d'entreprise, bah, de prendre une semaine de vacances, de lever le pied. Et effectivement, comme tu disais, Jean-Cédric, de prendre du temps pour soi. Alors justement, dans cette phase de prendre du temps pour soi, est-ce que vous pourriez me dire finalement qui est-ce qui a été une meilleure source pour vous deux pour vous sortir de cette phase-là, de cette phase compliquée? Qui est-ce qui a été le plus révélé, oh, j'ai y arrivé, révélateur, pardon, pour vous à cette période-là pour vous aider à vous en sortir? Moi, ce que j'ai fait après mon premier burn-out, j'ai pris du temps pour moi et j'ai suivi une formation en développement personnel. C'était pour moi, que pour moi. Ça m'a permis de mettre du sens à ce qui m'était arrivé. Et j'ai notamment retenu un chose qui organise encore ma vie, enfin, continue à organiser ma vie, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans la vie, il n'y a pas d'échec en tant que tel. Ce sont des apprentissages et de comment on peut transformer ce qu'on considère comme un échec en quelque chose de positif, comment on peut transformer ça. Et donc, c'est ce qui m'a donné, là, quand j'ai fait mon deuxième burn-out, de créer cet atelier, c'est de comment un témoignage peut, j'espère, aider à cette prise de conscience avec toute la difficulté que tu évoquais, enfin qu'on évoquait, voilà, de sensibiliser les entrepreneurs, les managers, parce qu'il y a cette posture qui est compliquée pour eux, d'écouter que ça peut aussi leur arriver. Mais c'est voilà, c'est ce qui m'a permis, moi, dans un premier temps, d'aller mieux et puis d'aller expérimenter. Voilà, j'ai fait des, des découvertes du massage, de la réflexologie plantaire, enfin différentes. Voilà, aussi de plus me reconnecter à mon corps, voilà, parce que je l'avais complètement oublié. Merci Gilles. Et pour toi, Jean-Cédric, qu'est-ce qui a été plus révélateur pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus révélateur? En fait, ce qui a été le plus révélateur, c'est de comprendre ce qui s'était passé. Donc, pour moi, c'était important de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Donc, l'analyse était importante. Et si je parle d'analyse, je parlerai de différentes choses. Il y a le suivi psychologique qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je suis toujours en régulation après 6 ans. Et ça me fait énormément de bien. Voilà. Ensuite, comprendre, ça voulait dire pour moi une introspection, remettre en question toute ma vie, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est passé par une reconversion et notamment une formation en coaching professionnel qui m'a beaucoup remué, qui m'a fait beaucoup de bien. Et encore, j'étais, je disais, à l'époque un peu convalescent. Ils n'ont pas voulu me prendre dans la première session. Ils m'ont fait attendre encore 6 mois avant de me prendre parce que j'étais encore fragile et convalescent. Ça a été un super difficile au départ, très compliqué. Je me demandais ce que je faisais avec ces gens-là parce que c'est des gens qui avaient des postes dans les entreprises voilà, à très haute responsabilité, ce qui n'était pas le cas avant pour moi, mais ce qui était le cas pour moi avant, mais je ne me voyais plus à ce niveau-là. En tout cas, il y avait une perte de confiance, hein, une perte aussi d'estime de soi. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis après, je te dirais que ça a été étape par étape. C'est ce que j'écris dans mon livre, hein, dans Burnout, début d'une nouvelle vie. Et on comprend bien en fait tout le cheminement. Moi, ce que je me rappelle, c'est par exemple avoir participé à Force Femmes, la constitution de Force Femmes, donc l'antenne, je ne sais pas si vous connaissez l'association, Force Femmes, donc Grand Est. Il y avait une réunion pour former, on va dire, ce collectif. Et en fait, ça fait 6 ans que je suis maintenant dans cette association. Il fallait que je retrouve du sens dans ce que je faisais. Et je me disais que ces femmes-là, qui ont plus de 45 ans, je suis tout à fait en capacité de les aider pour retrouver confiance en elles et ensuite les aider à retrouver un travail en retravaillant le CV, voilà, en faisant un accompagnement qui leur serve. Et en fait, j'avais ce besoin d'utilité qui est voilà, pour moi, c'était un moyen de me reconstruire.
À côté de ça, il y a aussi le projet professionnel, il y a aussi passer plus de temps avec ses enfants. Ça a été en fait quelque chose de global, en fait, de systémique dans toutes mes vies. Que ce soit la vie, moi je parle des 5 vies, hein, tu sais, un petit peu Annie, à travers mon accompagnement Equilibrine, mais j'ai travaillé mes 5 vies. Et mes 5 vies, ça a été la vie donc affective, évidemment. Ça a été aussi faire le tri. Sachez que j'ai décidé de toutes les relations toxiques, je les ai complètement éliminées, et même difficilement, parce que ma sœur en fait partie. Parce qu'avec mes parents, j'ai dû m'éloigner pendant 5 ans, parce que pour moi, ils étaient toxiques. Donc j'ai pris des décisions qui étaient importantes pour garder de l'énergie pour moi et penser à moi. D'accord? Là, c'était pas on parle souvent d'égoïsme, mais c'est pas être égoïste. C'est juste de dire que moi, j'ai besoin de cette énergie pour moi. Tout ce qui me pompe de l'énergie, j'en veux plus. Donc voilà, il faut que je sois entouré de personnes qui me veulent du bien et des gens qui m'aident à m'en sortir et à pouvoir ensuite rebondir. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la vie affective. Ensuite, la vie spirituelle, c'est la reconnexion à soi. Je me suis mis à la méditation. Je me suis mis à embrasser mon arbre toutes les semaines. J'allais sur mon banc. J'essayais de me connecter à mes sens. Je suis parti en Italie parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui est italienne. On a une maison là-bas. Donc, ça, c'était un de mes lieux ressources. Ça m'a fait énormément de bien. La connexion à l'eau, la connexion à la mer, la connexion à toutes ces choses-là. Revenir à l'essentiel, en fait, quelque part. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième vie, c'est aussi pour moi la vie contributive. J'en ai parlé à travers Force Femmes, mais à travers Collectif Burnout, à travers d'autres choses que je fais à côté. Et pour moi, c'est important de me dire que je peux en fait avoir une contribution dans cette terre et pouvoir aider des gens. Voilà. Donc ça, c'est important. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, hein. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais ça m'a aidé à me reconstruire. Et puis après, il y a toute la vie créative et sportive. Moi, je suis un ancien sportif et je me suis remis à faire du sport. Ça faisait 10 ans que j'en faisais pas. Et du coup, ben, à courir dans la forêt, aller faire du cross-training dehors, donc tout dehors. Je fais rien à l'intérieur. Et donc, tout ça, ça m'a aidé. Mais j'ai commencé très doucement. J'étais dans un niveau qui était plus que bas, puisque pas d'énergie. Donc, très difficile. Mais aujourd'hui, voilà ce que j'ai mis en place. Et après, il y a évidemment le projet de la vie professionnelle. Et ça, c'est un projet qui demande beaucoup plus d'énergie. Et je pense qu'il ne faut pas y aller tout de suite, surtout après un burn-out. Il faut se laisser le temps d'eux. Et quand on a réussi à trouver cet équilibre entre ces 5 vies, ben moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je les nourris les 5 de façon quotidienne, de façon voilà, qui est la mienne. Mais c'est comme ça que j'ai retrouvé en fait cette envie, cette motivation, je dirais cette envie de vivre et de partager aussi. Ça fait partie mon expérience du burn-out pour aider les autres à trouver des outils, des solutions ou à les prévenir quand ils sont trop loin dans le déni ou dans une situation d'épuisement. Voilà. Ouais, finalement, tout est comme ta méthode dans l'équilibre. Tout à fait. Pour moi, ça fait partie de l'équilibre global, exactement. Parce qu'on a un équilibre fragile. Et du coup, qu'est-ce qui est au socle, en bas? Ce sont les valeurs. Comment peut-on travailler en non-cohérence avec ces valeurs déjà? C'est pas possible. Comment peut-on avoir une vie affective ou une vie contributive alors qu'on n'est pas en cohérence avec ces valeurs? Ça fonctionne pas. Donc déjà, pour moi, le socle est super important. Ensuite, c'est identifier ses besoins. Parce que si on sait quels sont ses besoins, eh ben, on ne va pas que les satisfaire dans la vie professionnelle. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je mettais tout dans la vie professionnelle et dans la vie affective. Mais j'ai oublié toutes les autres vies à côté. Et ça a fini par s'écrouler. C'est ça l'analyse que j'en ai faite. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mis en place quelque chose qui me permette justement de plus que ça s'écroule. Et aujourd'hui, je peux même l'affirmer, c'est certain, ça ne m'arrivera plus. Parce que j'ai les warnings, parce que j'ai mis des choses en place, et ça ne peut plus m'arriver. Alors, il y a des moments de tension, il y a des moments où on est plus en stress, c'est vrai, mais on les sait et puis on met des choses en place pour que ça n'arrive pas. Voilà. Donc c'est un petit peu moi, mon témoignage par rapport à comment j'ai vécu le burn-out de l'intérieur et comment aujourd'hui je souhaite le partager aux autres. Finalement, pour tous les deux, on pourrait dire que c'était une reconnexion avec vous-même, une redécouverte, ou est-ce qu'on pourrait dire que c'est une redécouverte de vous-même, ou tout simplement même aller plus loin et dire que c'est une découverte tout court? Les deux, moi, ça m'a permis de travailler. Donc, Jean-Cédric parlait de valeurs, mais on peut aussi parler de croyances. Et moi, j'avais une croyance notamment qui me disait que plus on avait une position sociale élevée, mieux les gens nous aimaient, plus les gens nous aimaient. Voilà. Et je me suis rendu compte que bien malgré voilà, que je n'étais plus chef d'entreprise, donc
j'avais cette position sociale, les gens continuaient à m'aimer. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille, voilà. Voilà, aussi bien mes parents, frères et sœurs qui ont toujours été présents. Euh, Moi, je dirais que moi, les relations toxiques, finalement, elles se sont éliminées d'elles-mêmes. C'est-à-dire que voilà, les gens qui, je croyais, pouvaient être des amis, n'ont pas donné de nouvelles, n'ont pas eu, il n'y a pas eu d'accompagnement de ces gens-là pendant ces périodes-là. Et finalement, il y a eu une élimination, on va dire, naturelle des personnes toxiques. Ça s'est fait tout seul. Et après, finalement, en mettant ces personnes toxiques à distance, on peut finalement se reconnecter plus facilement à son soi, à ses besoins, à ses valeurs, Exactement. et à aller questionner ce qui est bon pour soi et surtout à petit à petit réécouter à nouveau les signaux de son corps, parce que finalement, c'est lui qui envoie des informations et qu'on n'a pas forcément toujours envie d'écouter. Mhm. Et finalement, ce corps envoie pourtant beaucoup de signaux pendant longtemps et la phase du déni qui peut durer très longtemps, hein, pour certaines personnes qu'on accompagne au sein du collectif Burnout, par exemple. Il y a des personnes qui sont en arrêt depuis 3, 4 mois et qui sont toujours dans le déni, et qui continuent avec leur petit hamster et qui dit je vais y retourner, je vais y retourner, je vais y retourner. Et la personne vous dit ça en pleurant, en fait. Donc, c'est finalement cette envie de s'accrocher à son rocher comme la moule, là, je dirais, c'est difficile, en fait, de se dire que on est un peu comme une ventouse et qu'on n'arrive plus du tout à se décrocher, en fait. Et de plus faire la différence entre le bon, le mauvais, qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui est mauvais. Et puis, finalement, il y a une typologie, entre guillemets, je dirais, des personnes qui traversent cette période du burn-out, parce que je ne veux pas les considérer comme des victimes, parce que se victimiser, il y a une période où on peut considérer que la personne est victime, bien évidemment. Mais si elle se considère victime tout le temps, c'est délétère. Toutefois, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que dans la période de reconstruction, on peut se rendre compte que ces personnes, souvent, sont des personnes tournées vers les autres avant d'être tournées vers elles-mêmes. Vous l'avez témoigné tous les deux. Clairement, ce qui est difficile, c'est de se dire je vais d'abord faire pour les autres, et moi, j'y penserai, je me relègue au second plan, au troisième, au quatrième, peu importe, en fait. Tout dépend vous l'avez bien résumé aussi, tout dépend aussi de son éducation. Et là, j'aimerais vous interroger sur finalement, là, vous êtes deux hommes. En l'occurrence, vous représentez 80% des entrepreneurs en France à l'heure actuelle. Et finalement, le statut de femme entrepreneur est un peu différent. Là, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous avez l'impression que en tant qu'homme, vous devez encore plus montrer, démontrer que des femmes, des capacités que vous avez en tant que chef d'entreprise. Euh, Annie, moi j'aimerais revenir sur juste avant, parce que tu as posé la question à la Renaissance, voilà. Et on parlait de toxicité. La toxicité, pour moi, c'est par rapport à l'énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait un burn-out, on est en peu d'énergie. D'accord? On est à un niveau 1, 2 maxi. Et du coup, c'est important de s'éloigner ou de carrément couper les ponts avec les personnes toxiques, parce que sinon, ils te pompent toute l'énergie que tu as et tu ne peux pas te reconstruire. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire. Et c'est vrai pour le travail, parce qu'on parle beaucoup de relations toxiques, management toxique, mais c'est vrai aussi à l'intérieur même de moi, par exemple, ma famille, c'est comme ça. Mes parents, je me suis réconcilié et je les vois maintenant de façon
on va dire, plus ou moins régulières. Donc, c'est un moment d'éloignement parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. À partir du moment où ils ont un comportement et des phrases qui sont blessantes, ou un comportement qui est même qui t'anéantit, tu ne vas pas aller au casse-pipe, quoi. Tu dis, bon, bah, dans ce cas-là, non, je suis désolé, mais vous ne comprenez pas, on se revoit dans 5 ans. C'est un peu ça, le truc. Avec ma sœur, c'est encore différent. Mais voilà, cette notion d'énergie, elle est importante, surtout quand on a fait un burn-out. On en a très peu, donc il faut vraiment, cette petite étincelle là qui est là, c'est essayer d'en faire tout simplement une flamme de plus en plus en grande. Et du coup, ben, avec des personnes toxiques, c'est pas possible. Voilà, c'est ça, en fait, si tu veux, le message. Et par rapport à ta question de la renaissance, eh ben, moi, je vais te dire que c'est une renaissance parce que je t'en ai déjà parlé, parce que je pense que quelque part au fond de moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup le confident de femmes, amies et garçons. Et donc, beaucoup de gens venaient me voir. Et je me dis qu'aujourd'hui, quelque part dans l'accompagnement, dans le coaching, dans tout ce que je fais aujourd'hui, et ben en fait, c'est à ce côté justement humain que j'avais quelque part perdu, je pense, même si avec mes équipes, j'ai su toujours rester humain, mais c'est-à-dire que vraiment dans l'action, quoi, dans vraiment aider les autres. Et moi, c'est une reconnexion ou c'est une redécouverte de ce que j'étais quand j'étais adolescent. Et ça, c'est super kiffant parce que en fait, autant je me sers de mon expertise parce que c'est bien pour le travail, mais autant je développe d'autres capacités ou d'autres activités qui me donnent beaucoup de sens aujourd'hui. Donc, je ne vais pas dire merci au burn-out, mais quelque part, c'est en effet quelque chose pour rebondir et renaître. Et je sais ce que je vais faire dans les 10 ou 20 ans qui vont venir. Voilà, je vais continuer dans cette voie-là. Donc, pour moi, c'était important quand même de le préciser par rapport à ta question d'avant. Je vais laisser Gilles répondre par rapport à ta question avec les hommes et les femmes. Et donc, pour répondre à cette question, je pense que je suis peut-être pas représentatif des hommes parce que je suis quelqu'un de hyper émotionnel. Et je me rappelle notamment que alors c'est aussi lié aux valeurs, mais qu'un des moments les plus difficiles pour moi, ça a été de faire des licenciements. Parce que quand on est chef d'entreprise, ben, on ne crée pas une entreprise pour licencier des personnes. Et je me rappelle du premier licenciement que j'ai dû avoir à faire. Alors, c'était d'ailleurs, au départ, c'était comment on choisit la personne qu'on doit licencier. Et à l'époque, j'avais un associé qui travaillait dans un grand groupe, voilà, donc, et qui avait des techniques, mais que je trouvais horribles. Il y avait des lignes, on mettait des notes, et puis en fonction des notes, c'était hop, le bon ou le mauvais candidat pour la personne, enfin, qui devait. Et donc arrive le moment où j'ai cet entretien, et finalement, je suis beaucoup plus mal à l'aise que la personne à qui j'annonce qu'elle va être licenciée, quoi. Et je pense que, alors après c'est une réflexion, mais peut-être aussi que j'étais pas formé, armé pour cette partie-là, voilà, de chef d'entreprise. Voilà, autant mener des projets, autant accompagner des équipes. Voilà, et je suis pas sûr que voilà, moi, j'avais cette capacité, cette dimension à ça. Je sais qu'il y a des chefs d'entreprise pour qui ça pose aucun problème hein, de licencier des personnes et qui font ça sans état d'âme, en tout cas ils ne le montrent pas. Pour moi, c'était très très compliqué et juste pour illustrer à quel point il y avait une ambiance qu'on avait su créer dans l'entreprise, c'est quand moi je me suis arrêté, ou plutôt quand le médecin m'a arrêté, les salariés ont continué à travailler. Il n'y avait plus de capitaine à bord du bateau, mais ils ont tenu jusqu'à la reprise, que le repreneur reprenne la main. Ils ont continué, voilà, parce que on avait su créer cette ambiance. C'est une entreprise petit effectif avec une dimension plutôt, voilà, des notions des relations plutôt amicales. Enfin. Et bon, moi, je dirais que j'ai pas eu forcément cette posture qu'ont peut-être beaucoup de nos pères chefs d'entreprise hommes, avec cette posture de on ne doit pas montrer ses faiblesses parce qu'on est un homme, parce que c'est culturel, c'est comme ça. Euh, Moi, j'ai pas vécu ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des faiblesses d'ailleurs, justement? Pas du tout, non. Enfin là, en tout cas, moi, je suis constitué de ça. C'est ce qui fait que qui je suis, quoi. Oui, on pourrait dire que cette faiblesse que la société veut bien nous renvoyer, on pourrait Oui.
on pourrait le considérer comme une force, justement, une sensibilité différente. Tout à fait. Merci Gilles. Moi, contrairement à Gilles, je ne l'ai pas vécu de la même façon, hein. C'est-à-dire que sportif, compétition, testostérone, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, on est dans un monde de compétition, on veut être le meilleur, voilà, on veut montrer qu'on est capable d'eux. J'étais vraiment moi, dans cette. Voilà, on me donnait une mission, il fallait que je réussisse. Alors, je dis pas qu'il faut il faut écraser les autres pour réussir. C'était pas du tout ma façon de fonctionner. Donc, rester quand même dans l'humain. Mais il y avait quand même des objectifs que je me fixais. Et souvent, on est son meilleur ennemi. C'est-à-dire qu'on se met la pression nous-mêmes. Donc, on va se mettre des objectifs qui sont peut-être encore des objectifs plus élevés que notre direction parfois. Et c'est ça qui peut être délétère dans un épuisement, c'est de dire qu'on se met une pression de dingue, quoi. Et quand on a cette mindset, parce que c'est un état d'esprit, hein, c'est un état d'esprit qu'on a nourri à la fois dans son passé de sportif ou même par rapport à l'image du père. Ça peut être dans l'éducation. Moi, mon père, voilà, c'était beaucoup ça, le travail, voilà, réussir, toutes ces choses-là, tous les drivers qu'on nous met, les injonctions, bah, évidemment, ça a une influence sur tout le monde. Je veux dire, que ce soit homme ou femme. Maintenant, on peut dire que ce sera la même chose pour un homme comme pour une femme. Ça va dépendre de son éducation, ça va dépendre de ce qu'elle a fait peut-être en tant que sportif de haut niveau ou pas. Je pense que tout ça, c'est un univers qui fait qu'on devient qui on est. Et par contre, là où il y a la différence, pour moi, entre l'homme et la femme, et c'est ce dont on a discuté, et des femmes me le disaient plusieurs fois, c'est au niveau physiologique. La femme, si par exemple elle a enfanté, elle va être en connexion avec son corps, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup, je pense, qui m'a poussé à bout, c'est que j'étais plus j'étais vraiment complètement déconnecté de mon corps. La femme, de par, je pense, le fait d'avoir donné naissance ou même d'avoir une physiologie différente, elle va être plus à l'écoute. Et souvent, elle va tirer les warnings avant qu'il arrive des gestes comme nous, à l'extrême, les hommes, comme c'est arrivé à moi. Je pense quand même qu'au niveau physiologique, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Voilà, en tout cas, c'est l'analyse que je fais après des discussions avec beaucoup de gens. Euh, c'est une façon de voir les choses. Moi, je pourrais ajouter un élément féminin là à cette discussion. Et on a beau être une femme, c'est pas pour autant qu'on est hyper connecté à son corps. Qui plus est quand on a vécu du trauma. Et le trauma va envoyer des dissociations au niveau psychique et physique, ce qui fait que on peut être complètement déconnecté de son corps tout en étant une femme. D'accord, ok, d'accord. Mhm. Et ça, Encore une fois, c'est en c'est par lien rapport avec au le trauma. vécu. C'est par rapport au vécu, c'est par Bien rapport sûr, à des traumas, c'est par rapport à ce qu'on a vécu en famille ou autre. D'accord, ok. tout à fait, Mhm. tout à fait. D'accord, ok, ok, Mais d'accord. c'est intéressant en fait d'avoir votre point de vue là-dessus. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, maintenant, après ces phases, ces deux burn-out que vous avez traversés, euh, ça serait qu'est-ce que vous pourriez maintenant conseiller à, euh, à votre entourage, finalement, donc on en a un petit peu parlé, d'équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Quels seraient les leviers finalement pour éviter ça et est-ce que selon vous, il serait important aussi, pourquoi pas, en tant que chef d'entreprise, de prévenir vos pairs pour essayer, à minima, de faire de la prévention à l'intérieur des entreprises, mais de la prévention à la fois pour les chefs d'entreprise et aussi pour les salariés. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, si le capitaine du navire ne va pas bien, forcément, tout le reste du navire risque de couler. Donc, euh, vu que ce sujet est encore très tabou en France aujourd'hui, est-ce que vous pensez que passer par la prévention vis-à-vis des salariés, ça pourrait être un axe d'attaque, je dirais, un angle de vision plutôt, pour faire en sorte que aussi le chef d'entreprise puisse avoir des prises de conscience vis-à-vis de lui-même. C'est le sens de l'atelier que j'ai co-créé, hein. Donc, c'est voilà, c'est
de pouvoir faire de la prévention auprès de nos pairs. C'est aussi le sens de mon engagement dans l'association Rebond 35. La difficulté aujourd'hui, je vois bien, là, j'ai commencé à faire un peu de prospection pour présenter l'atelier. C'est justement ce que tu évoquais au début, Annie, c'est ce déni euh, chef d'entreprise qui, ça ne peut pas lui arriver. Ou si ça lui arrive, les conséquences que ça peut avoir derrière, c'est comment amener ça de façon la plus soft possible. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai choisi de faire cet atelier en co-animation, en co-création avec une psychologue du travail et pour apporter une double expertise, une expertise de moi en tant que patient expert ayant donc vécu deux fois un burn-out et d'avoir l'expertise d'une professionnelle des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, quand je présente cet atelier, c'est l'intérêt qui voient les gens, c'est cette double expertise. La difficulté aujourd'hui, c'est de comment pouvoir, comment faire qu'il y ait prise de conscience de nos pairs entrepreneurs pour qu'ils acceptent d'avoir un minimum d'informations et de se sentir concernés. Oui, toute la difficulté. J'ai échangé par exemple avec un président d'une CPME récemment qui disait que si on propose par exemple des groupes de parole comme on pourrait le proposer au sein de notre collectif, la grosse problématique, c'est que les hommes ont, je ne veux pas faire de généralité bien évidemment, mais plus de difficultés à exprimer en fait leur ressenti que les femmes. Et finalement, ces groupes de parole sont systématiquement refusés des chefs d'entreprise hommes parce que bah, pour eux, c'est un sujet tabou, tout simplement. J'ai fait un constat aussi là, quand j'ai rejoint l'association Rebond 35, finalement au niveau des associations 35, il y a à la fois donc, des pairs accompagnants, donc, qui sont des chefs d'entreprise en activité ou plus, et puis donc une équipe de thérapeutes et de coachs. Je me suis aperçu finalement que dans les équipes de thérapeutes et de coachs, il y avait beaucoup plus finalement de femmes et dans les champs d'entreprise des hommes, et que peut-être c'était peut-être plus difficile, alors je ne sais pas, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais peut-être plus difficile à des hommes que d'être accompagné par une femme, et peut-être que si c'est un père accompagnant qui est aussi un homme, c'est peut-être plus facile que la parole se libère. C'est une question que je me pose. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Cédric? Moi, j'en pense qu'aujourd'hui, je travaille dans la prévention et c'est l'objectif. Seulement, il faudrait faire tout pour que ce soit un sujet sexy. Un Mm. sujet sexy, j'entends par là, c'est-à-dire faire comprendre que la performance et l'efficience, elle est liée avant tout au bien-être des collaborateurs. Et ça, il y en a qui veulent pas l'entendre. Donc, on les laisse. Je veux dire, ça sert à rien d'aller vers des dirigeants d'entreprise qui veulent pas l'entendre. De toute façon, Mhm. c'est inutile. Donc, je reste très optimiste en disant qu'il y en a que ça, à qui ça parle. Voilà. De par leur vécu, de par leurs convictions, de par leur humanisme aussi, en disant que les collaborateurs, c'est la richesse de l'entreprise. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de aussi être très concret dans l'approche. Pour moi, c'est déjà la méconnaissance du burn-out. Donc, essayer déjà de comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui se passe, et de faire en sorte que les gens puissent agir en interne. Donc, par exemple, avoir un porteur d'alerte qui va être formé, mais qui est capable, lui, de prendre en charge, à la limite, une personne qui a des signaux, voilà, d'alerte qui ont été détectés par un des collègues parce que voilà, il y a quelque chose il a un changement comportemental et voilà. Donc on sait on a un référent et une personne qui est référente dans la structure, petite ou moyenne structure. Hein, voilà. Après, et je pense aussi qu'il est important dans la prévention
d'être très pragmatique et de proposer des outils et des solutions. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'aller en entreprise faire de la prévention pour faire de la prévention. Moi, aujourd'hui, de par mon vécu, je suis en capacité de leur proposer des outils que j'ai mis en place pour moi-même. Donc, c'est des outils qui fonctionnent, sinon je ne les aurais pas mis en place. Donc, c'est en fait ça, c'est proposer à des gens, ceux qui ont mis aujourd'hui en place des solutions pour eux-mêmes, des solutions, des outils, tout ce qu'ils veulent, voilà, et ben en faire partager les autres, mais qu'ils puissent aussi le mettre en place. Et ça, c'est important, parce que si on ne leur donne pas des moyens pour éviter la surcharge mentale, ça n'a aucun intérêt, ni pour le chef d'entreprise, ni pour leurs collaborateurs. Donc pour moi, c'est essentiel d'être très concret dans la démarche et de proposer des solutions que les gens peuvent utiliser demain, après-demain, dans 10 jours, au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors, puisqu'on parle de systémique. Donc, pour moi, de toute façon, la question ne se pose pas. Ces outils, ils doivent être utilisés dans, on va dire, le quotidien de chaque personne. Merci Jean-Cédric. Il y a juste pour ce que nous échangeait Gilles tout à l'heure, Annie, je t'entends plus. vous m'entendez là encore? Oui, oui. Il y a Michael qui précise que pour lui, tout dépend des sensibilités et qu'il serait tout à fait, en tant qu'homme, tout à fait à même de pouvoir être suivi par une femme. Moi, Après, je parlais pas tant d'être suivi par une femme, c'était pas mon propos, c'était dans un groupe de parole. Alors, entre pairs, alors c'est pas, je fais moi la différence entre quand on est entre pairs et quand on a un accompagnement, donc soit par un thérapeute ou un coach, effectivement, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Mais j'ai le sentiment que quand on est dans un groupe de parole animé par des pairs, c'est peut-être, voilà, bon, si possible, que ce soit une femme, mais c'est peut-être plus facile, voilà, et aussi de montrer qu'en tant qu'homme, parce que moi c'est ce que j'ai raconté tout de suite, il y a aussi une sensibilité féminine, enfin une part de, voilà, où je peux, voilà, je peux être dans l'émotion, je peux être, enfin, voilà, voilà. Et est-ce que voilà, c'est plus facile pour des hommes d'être dans un groupe de parole, enfin, des hommes entrepreneurs dans un groupe de parole où il y a essentiellement des hommes, c'est une question que je me pose. merci beaucoup à tous les deux de tous ces apports que vous nous avez présentés aujourd'hui. Euh, Juste pour terminer ce propos, est-ce que vous pourriez nous dire un mot-clé qui pourrait faire en sorte que redonner de l'espoir aux personnes qui nous écoutent et comment on pourrait faire justement pour s'en sortir et un petit mot d'espoir. Prendre du plaisir dans tout. Et pour toi, Jean-Cédric. Je reviens toujours sur ce mot qui me parle tout le temps, qui me parle tellement, c'est le cairn avec l'équilibre en fait. Retrouver un équilibre qui permette d'être serein, apaisé, avoir une paix intérieure et du coup rendre les choses beaucoup plus faciles en fait. Grâce à cet équilibre, je pense que ça déclenche beaucoup de choses. Et c'est en fait comme la nature, c'est l'analogie de la nature, c'est-à-dire cet équilibre humain que chacun peut mettre en place et qui va faire en sorte qu'il va pouvoir rebondir après une étape comme une épreuve comme celle du burn-out. Merci beaucoup à tous les deux. Juste pour préciser, euh, si des entrepreneurs, entrepreneuses nous écoutent, sachez qu'il existe malgré tout des associations sur le territoire qui accompagnent en fait les entrepreneurs en difficulté, comme l'association APESA qui intervient avec avec les tribunaux de commerce. Mais bon, là, c'est plutôt dans la phase où il y a liquidation. Il y a aussi d'autres associations comme 6000 Rebonds ou Rebond 35 dont fait partie par exemple Gilles. Et puis des associations comme les nôtres qui peuvent aider aussi comme Collectif Burnout. Je mettrai à la fin de cette vidéo les coordonnées et sachez que vous pourrez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube.
Et je vous remercie infiniment tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas des questions, peut-être, Annie? Parce que je sais pas, moi je pense que l'échange est important. Alors, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, on est là pour ça aussi. Je sais Oui, pas si, oui, les questions, des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport, qui ont envie de poser des questions à Gilles et Jean-Cédric? avant de Des conclure, remarques, peut-être. tout simplement. Oui, bonjour, je veux bien. Bonjour à tous. Merci Annie déjà pour l'organisation et puis merci Gilles et Jean-Cédric pour vos partages sincères. Moi, j'ai une question pour Gilles. Gilles, quelle est cette formation auquel vous êtes inscrit qui vous a permis de rebondir suite à votre premier révénement, votre premier burn-out? Formation en programmation neurolinguistique, la PNL, PNL. Ok, merci. et qui est aussi beaucoup, comme l'a pu le dire Jean-Cédric, qui a beaucoup ébranlé beaucoup de certitudes. C'est-à-dire que c'était l'impression pour une image qu'on attaquait les fondations de la maison et qu'avant de pouvoir remettre des murs un toit, il fallait vraiment s'attaquer aux fondations. Tout à fait. Moi, je rebondirais juste sur les besoins de chacun. On n'a pas tous les mêmes besoins et c'est important de les connaître, les siens, à soi, pour les servir en priorité. Et donc, ouais, tout à fait aligné avec vous. Il faut d'abord prendre soin de soi d'abord pour pouvoir avancer et éventuellement aider d'autres. Merci à vous en tout cas. Merci à tous les trois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, je mettrai aussi dans cette vidéo les coordonnées de Jean-Cédric et de Gilles. Vous pourrez les joindre. Ah, si, il y a une question. Comment l'entourage a vécu aussi votre burn-out? Ah, Il y a Christelle qui pose la question. très bonne question. Très bonne question. Euh, les émotions qui remontent parce que ça a été un moment très difficile. Imaginez-vous votre femme qui sait que vous avez fait une tentative de suicide. Je peux vous dire que ouais, c'est pas simple. Euh, en fait, ma femme au départ, elle n'a pas compris mon geste, qui est normal d'ailleurs, parce que pourquoi tu nous quittes alors qu'on a besoin de toi, quoi. Dans un premier temps, ma femme a mal réagi. Ma femme l'a pris très mal. Elle m'en voulait. Euh, Ça a été un moment un peu compliqué, mais en étant pris en charge par un hôpital psychiatrique, le psychiatre a tout de suite fait en sorte qu'on puisse parler ensemble et du coup parler avec mon fils et ma femme. Parce qu'évidemment, ils m'ont vu sur le lit d'hôpital. Voilà, mon fils a quand même été marqué par cet événement et ça a été important qu'on parle. Et ce psychiatre a fait en sorte que je puisse parler à mon fils, à ma femme, et du coup expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Déjà, ça a apaisé un petit peu ces tensions au départ, et ça a, disons, on va dire, aidé à une certaine compréhension de ce qui s'était passé. Donc ça, je pense que c'est indispensable. Et après, ma femme est une femme qui est, je dirais, a une énergie incroyable. Et du coup, elle m'a sorti de la maison, elle m'a obligé à aller à la piscine avec eux, elle m'a obligé à faire plein de choses. Donc, il est extrêmement important d'avoir une compagne ou un compagnon, une femme ou un époux qui est là pour vous aider à rebondir. Et je pense que c'est essentiel, c'est vital. Je serais retombé si je n'avais pas eu ce soutien. Ensuite, l'amour des enfants, évidemment, les enfants qui comprennent pas exactement ce qui se passe, mais qui vous aiment et qui vous le font savoir et ils sentent que vous souffrez. Donc, ils sont là à vous faire des petits câlins, à vous embrasser. Donc, tout ça, c'est des choses qui vous nourrissent, quoi, et qui vous font énormément de bien. Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir une personne qui soit soutenante. Et ce qui me rend malheureux, et ce que j'entends souvent, c'est que les statistiques sont malheureusement les suivantes. On parle de 80% de divorces. Et ça, je peux vous dire que ça me marque, ça me choque, ça me fait quelque chose intérieurement. Parce que je me dis que c'est à ce moment-là où la personne en a besoin. Et quand ça, voilà, j'ai eu la chance, et je pense que Gilles le partagera aussi, d'avoir une femme qui a compris, qui m'aime et qui, malgré tout ça,
a été présente. Et aujourd'hui, j'en suis, mais alors, plus que reconnaissant, c'est-à-dire que c'est de l'amour inconditionnel, presque, je dirais. Mais on est là pour vivre des moments difficiles aussi, quand on est en couple. Et je trouve que c'était la plus belle preuve d'amour qu'elle a pu me dire, voilà, me faire vivre en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, la vie est importante. Merci Jean-Cédric. Je partage à 2000% ce que vient de dire Jean-Cédric. Oui, c'est vrai que l'entourage, on en entend, on le met pas suffisamment souvent en avant. L'entourage, les proches, et puis même les collègues, quelquefois aussi, puisqu'ils peuvent être d'un grand soutien. J'entendais un reportage il y a peu de temps avec le PDG de Cali Social qui disait que bah, lui-même se basait sur les personnes avec lesquelles il travaillait pour finalement abaisser sa charge mentale et il tenait à ce que son entourage soit présent pour lui envoyer des signaux aussi, parce que finalement, ces fameux signaux dont on a besoin qui viennent de l'extérieur et qu'on ne ressent plus à l'intérieur, si l'entourage n'envoie pas de signaux, bah, c'est là où en fait on va chuter complètement. À contrario, je pourrais témoigner par répercussion, je dirais, par rapport à des personnes qui sont accompagnées au sein de notre association. Euh, Récemment, j'ai une personne qui me disait mais moi, mon mari, j'en peux plus, il comprend pas ce que je vis, c'est compliqué. Là, franchement, enfin, je le reconnais plus, il pense qu'à lui, il sait même pas ce qui se passe pour moi. Et ça, c'est vraiment très difficile. Dans des moments comme ça, on peut aussi avoir bah, des petites phrases malheureuses, des petites phrases mais alors, t'en es encore là au bout d'un an, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, bouge-toi, allez, sors-toi. Alors que justement, les personnes, enfin, contrairement à la dépression, une personne en burn-out va être tellement épuisée qu'elle a besoin, dans un premier temps, c'est de se reposer, c'est pas de se bouger. Elle s'est tellement bougée pendant des années. Là, il est temps justement de relever la pédale d'accélérateur. Et quand dans son entourage, on entend allez, bouge-toi, fais quelque chose, c'est surtout pas des paroles comme ça qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Et c'est vrai que l'entourage n'a pas forcément non plus les codes pour accompagner au mieux, Non, hormis l'amour qu'on peut apporter à la personne. Mais quand on ne comprend pas ce que la personne vit, c'est difficile en tant qu'aidant, je pense, de pouvoir bah, être dans son rôle d'aidant et tout en ne comprend pas ce que l'autre vit finalement. c'est tout à fait vrai, Annie. C'est très complexe, très complexe, très complexe et c'est pas simple non plus à partir du moment où on l'a pas vécu. C'est vrai. Ce qui est important aussi, c'est aussi les amis. J'avoue que j'avais des amis qui m'ont fait aller dans la forêt, qui m'ont amené avec eux. Voilà, je pense que l'entourage est essentiel à la reconstruction. Si vous avez des gens qui vous aiment et qui tiennent à vous, c'est des gens qui vont être à l'écoute. C'est des gens euh, qui vont libérer la parole aussi, qui vont permettre de se confier aussi, parce que c'est important. Le psychologue, c'est une chose, mais les amis, c'est autre chose aussi. Et peut-être pas non plus laisser tout dans le cocon, je dirais familial, uniquement filial avec sa femme, mais peut-être justement avoir des personnes ressources qui soient en dehors même du couple. Et ça, c'est peut-être intéressant d'y songer, parce que vous allez avoir un ou une amie avec qui ça va être plus facile de discuter, qui sera plus à l'écoute peut-être que votre mari ou que votre épouse. Voilà, c'est possible aussi. Il y a, je pense, tous les cas de figure qui sont. Mais c'est voilà, c'est ces personnes ressources, en fait, c'est important. Oui, Euh, oui, tout à fait. Il y a par exemple Michael en commentaire qui précise il a fallu un divorce et donc une thérapie avant pour que mon ex-femme reconnaisse qu'elle ne m'avait pas soutenue pendant mon burn-out. Et donc c'est vrai que finalement, le soutien est très important pour rompre l'isolement. C'est ça qui est vraiment finalement un des nids du burn-out aussi, cet isolement finalement. Et plus on est entouré, et plus on aura de chances de ressortir apaisé. Je pense aussi que une des spécificités du burn-out des entrepreneurs, et en fait, ça peut amener dans beaucoup de cas un divorce, c'est qu'il y a souvent
comme on disait, ce sont des hommes. Il y a souvent un sentiment de déclassement qui arrive pour la compagne, la conjointe. C'est souvent ce sentiment de déclassement qui va amener, je pense, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Annie. Merci à toi. Ces échanges hyper enrichissants, tous ces témoignages qui sont apportés à chaque fois sont vraiment souvent bouleversants. Et bravo, je dirais, pour votre transcendance, votre résilience et votre capacité d'aller de l'avant. Le mois prochain, je recevrai Isabelle Baucher et Myriam Martin, une personne qui a traversé un burn-out dans le cadre elle travaillait dans le milieu bancaire et toutes les deux pourront témoigner en fait des difficultés du milieu bancaire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis et je mettrai en commentaire tous les liens pour nous suivre. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.